Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Est-ce que vous prenez encore le transport en commun? Il y a beaucoup d'usagers qui se sont un peu fatigués du service de la STM. Les gens qui sont habitués dans le métro de Montréal, ne serait-ce que ceux-là, ont dû endurer plus d'une centaine d'arrêts de service d'au moins une demi-heure l'année dernière en 2024. C'est un sommet depuis 3 ans. Est-ce que ça va être battu au cours des prochaines années? Bien, on le souhaite pas, sincèrement. Puis dans les derniers jours, la Société de transport a annoncé la fin progressive de son service de transport adapté, le service public. Donc, fermeture complète qui est prévue l'année prochaine en 2026. Ça a fait beaucoup réagir. On avait reçu à l'époque, la semaine dernière, le président du syndicat, Frédéric Thérien, qui nous avait dit à quel point ça allait être un enjeu puis que ça allait pas passer. Le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, employés des services connexes de la STM. On avait également Jean-Philippe Cyr, un auditeur de 80 ans qui est en fauteuil roulant puis qui était désemparé à l'idée de devoir prendre le service par taxi parce que, évidemment, on dit que ce n'est pas la même chose. Bien sûr, aujourd'hui, Marie-Claude Savard est avec nous, directrice générale de la STM. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, Marie-Claude Léonard, c'est plutôt l'état des routes qui va d'abord nous intéresser, puis du service, parce que vous en avez beaucoup sur la planche pour une journée comme aujourd'hui, Marie-Claude Léonard. Dites-nous un peu comment ça se passe pour la STM ce matin. Bon matin, Madame Maréchal. C'est sûr que dans le réseau du métro, c'est toujours plus facile. Donc, tout le service est disponible présentement. On roule à pleine capacité dans le réseau du métro. Du côté des autobus, pour l'instant, on est pas mal à l'heure. C'est sûr qu'il y a quelques départs qui ont dû être coupés. Plus difficile de faire les arrêts avec toute la neige sur les rues, mais on est au rendez-vous. Et c'est sûr qu'au fil à mesure de la journée, le déneigement, tout ça risque d'emmener certains retards. Donc, on invite notre clientèle à vraiment regarder les outils en temps réel pour planifier leur déplacement. Parce Marie-Claude Léonard, on a même vu des autobus se faire aider. J'ai vu des vidéos passer d'un ou deux autobus se faire aider parce que je pense que c'est même une déneigeuse qui en poussait un. En ce moment, là, c'est vraiment des conditions particulières, puis on comprend que c'est difficile pour tout le monde. D'ailleurs, le REM, qui n'est pas, c'est pas sous votre juridiction, c'est géré par CDPQ Infra, faut quand même le rappeler, mais vous êtes un des partenaires avec la RTL et EXO. Quand le REM fonctionne pas, là, comme ce matin, puis ça arrive fréquemment, comment qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pestez intérieurement, Marie-Claude Léonard, comme tous les citoyens qui doivent l'utiliser? Bien, on comprend très bien pour être utilisateur du transport collectif, quand notre transport collectif n'est pas en rendez-vous, ça perturbe notre journée, ça perturbe notre horaire, c'était pas prévu comme ça. On travaille avec le REM et les autres sociétés de transport pour fournir un service de navette. C'est sûr qu'un service de navette ne va jamais remplacer un mode structurant, mais on est au rendez-vous pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur la clientèle. Oui, mais il y en a des impacts. Puis un des gros impacts, c'est l'écœurement général par rapport au service. Ça fait combien d'années que vous êtes directrice générale de la STM? Ça fait plus de 2 ans et demi, plus de 30 ans à la STM. Oui. Donc, vous connaissez bien cette entreprise-là. Est-ce que vous diriez que c'est un des moments charnières en ce moment-là? Parce que il est arrivé le REM au cours des dernières années, mais il y a tout. Il y a plus de gens en ville, il y a des besoins. On va parler du service adapté dans quelques instants. Les gens sont généralement... Bon, vous allez me sortir un sondage comme quoi que la satisfaction est quand même relativement bonne, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont fini par abandonner le réseau de transport collectif de la STM pour reprendre leur voiture parce qu'ils disent, moi, j'en peux plus. Je peux pas compter là-dessus. Je pense qu'en gros, on peut dire que c'est un système qui est plus ou moins fiable. Mais dans les faits, puis effectivement, je vais donner une statistique qui n'empêche pas que chaque arrêt de service que vous avez donné de 30 minutes et plus, le client, lui, ça a un gros impact sur lui. On roule à peu près à moins de 14 incidents par million de kilomètres parcourus dans le train et les moyennes au monde sont autour de 22. Donc, on a quand même une bonne performance. Si on regarde l'année dernière, effectivement, on a eu plus d'incidents de 30 minutes. En termes d'incidents de 5 minutes et plus dans le réseau, on est similaire à l'année 2023, mais avec un achalandage de plus 8 %. C'est sûr, on l'a dit, on l'a expliqué, la crise sociale présentement qu'on vit, on la vit dans le réseau du métro. Hein. Le métro, c'est une ville sous la terre. Et présentement, l'enjeu qu'on a, c'est que 60 % de nos incidents sont des incidents clientèle. Puis, je vais donner juste une image pour que les gens puissent comprendre. Mais par exemple, on a une intrusion en tunnel, on voit quelqu'un entrer sur la voie. Nous, on se doit de désalimenter pour protéger la personne et on doit s'assurer que la personne va être ressortie.
avant qu'on puisse repartir le service. Et parfois, ça peut prendre on a eu ça la semaine passée, ça peut prendre jusqu'à 60 minutes avant qu'on retrouve la personne, qu'on puisse repartir. Fait qu'on est très, très conscient et nous, on met tout en place pour réduire le nombre d'incidents qui durent le moins longtemps possible, mais il y a quand même une réalité sociale qui nous rattrape. Et justement, cette réalité-là, Marie-Claude Léonard, est-ce qu'il y en a de plus en plus des gens qui décident d'aller accaparer les voies comme ça pour toutes sortes de raisons, mais qui sont souvent, difficiles, hein? Il y a des gens qui utilisent le réseau pour toutes sortes de problèmes de santé mentale, là, ce qui c'est la cause, en fait. C'est un des symptômes. Comment vous pouvez nous parler de ça? Parce qu'on veut pas non plus trop en parler. Il y a comme une espèce de mot d'ordre de jamais trop parler de ces incidents-là, mais en même temps, on peut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des gens qui le font, là, qui vont dans le métro pour ça, là. Et tout à fait. Puis pour nous, c'est un petit cri du cœur aussi. Là, on est rendu les gens passent à travers les maillons d'un filet social et se retrouvent dans le réseau du métro comme un refuge. On ne doit pas être refuge, mais veut pas, on le devient avec les enjeux de toxicomanie, santé mentale, itinérance. Et ça a des impacts sur nos installations. Donc oui, par exemple, on voit de 2 à 4 intrusions en tunnel par jour. Des fois, c'est quelqu'un qui va descendre uriner. Des fois, c'est quelqu'un qui va marcher le tunnel. Donc, ça a des conséquences et ça a des impacts. Ouais, beaucoup de questions de la part des auditeurs. Il y a Yves qui dit quand est-ce qu'on aura des toilettes dans le métro? Ça arrive un malaise. Il faut y être pris une fois dans cette situation pour en comprendre l'importance. Il n'y a pas de toilettes dans le métro? Non, il n'y a pas de toilettes dans le réseau du métro. On comprend qu'on est à proximité de plusieurs services. La seule salle de bain qu'il y a, c'est à la station Snowdune. Et l'enlignement qu'on avait pris, c'est de dire que quand on fait des travaux majeurs dans des stations de correspondance, on va évaluer la nécessité de mettre des salles de bain. Donc, c'est pas prévu dans nos investissements. Non, c'est sûr que vous êtes plutôt en mode compression budgétaire, hein, parce que c'est un peu imposé par Québec, hein, je pense que même pas mal. Là, vous avez annoncé des économies de 145 millions. Puis là, vous me direz comment vous avez l'intention de faire ça. Ce qu'on a compris, c'est que c'était 145 millions d'économies parce que vous allez remplacer votre service de minibus par du transport collectif adapté en taxi. Ce sera... là, en ce moment, on parle de taxi ou de fourgonnette privée, c'est bien ça? Bien, je vais me permettre là, pour la compréhension de l'ensemble des auditeurs. Tout d'abord, la décision qu'on a prise, c'est une décision de service clientèle pour notre client. Et le transport adapté de la STM ne va pas fermer. C'est bien l'inverse qu'on veut faire. On veut garder l'ensemble du parcours client, que ce soit de l'admission de la clientèle jusqu'à sa satisfaction à travers son parcours. Notre modèle actuel fait en sorte que 90% des déplacements du transport adapté sont faits par l'industrie du taxi. Il en reste un 10% qui est fait par des minibus, par des chauffeurs de la STM. Donc, c'est vraiment uniquement ce volet-là qu'on veut pouvoir donner à l'externe pour avoir un modèle à une seule tête. Là, on a un modèle qu'on distribue le travail à 2 têtes. On veut arriver à avoir un modèle concerté qui a été éprouvé à travers les dernières années. Mais moi, ce qu'on m'a dit, puis j'avais le président du syndicat l'autre jour qui disait, évidemment, il y a 120, je pense, chauffeurs d'autobus qui font du transport adapté, là, que ça toucherait. J'ai d'ailleurs un commentaire ici de Geneviève qui dit, mon conjoint a perdu la vue il y a quelques années, à 45 ans, il utilise le transport adapté. Une des choses qu'il faisait beaucoup, c'est de ne pas pouvoir planifier aucun départ le jour même, alors qu'avant, il pouvait le faire avec un préavis de 4 heures. Ça enlève beaucoup de spontanéité. C'est pas parce que tu es une personne handicapée que tu n'as pas envie de sortir de chez toi. Bref, il y a ça. Il y a beaucoup de gens là, qui disent, j'ai même aussi quelqu'un qui travaille à la STM qui dit que ce sont des compressions au mauvais endroit pour tenter de faire des économies. Évidemment, sur le transport adapté, les gens disent, et c'est ce que me disait le président du syndicat, évidemment, c'est le syndicat, on comprend qu'il veut garder ses jobs, mais ils sont pas toujours dans le champ non plus. Quand il dit c'est pas la même formation, les gens qui sont en taxi adapté ou en mini-fourgonnette adaptée privée, c'est pas du tout le même nombre d'heures de formation qu'un chauffeur de la STM privé. Il y a comme une expérience qui ne sera pas là. Ça inquiète beaucoup, vous parliez d'expérience client, ça inquiète beaucoup les clients. Donc, puis je comprends là, que là, vous êtes à 90% déjà au privé, donc vous voulez tout donner au privé, c'est ça? Tout à fait. C'est vraiment ce 10%-là. Puis si vous me permettez, je vais expliquer le zéro refus à la STM. Qu'est-ce que ça veut dire? Le zéro refus, c'est que quelqu'un qui appelle pour avoir un déplacement au transport adapté en dedans de 24 heures avant son déplacement,
on assure de pouvoir le déplacer. Dans le contexte actuel, nos minibus sont vieillissants. Le transport adapté, année après année, la demande augmente. On a la population qui est vieillissante, on a des besoins différents, on a des sportifs. Et la décision qu'on prend, c'est pour assurer la capacité véhiculaire pour ce zéro refus. Donc, la base de la décision, c'est pour protéger l'offre de service à la clientèle. Et je rappelle que la STM est la seule à avoir un service de minibus. Tous les autres sociétés qui sont sous l'Autorité régionale métropolitaine des transports donnent déjà ce service-là à l'industrie. Donc, c'est des modèles qui existent, c'est quelque chose qu'on doit se faire pour être sûr d'avoir la bonne capacité véhiculaire pour qu'on puisse respecter notre promesse, notre engagement au client du zéro refus. Oui. Fait que donc, ce que vous me dites, c'est que vous allez progressivement tout donner au privé. D'ici, en 2026, ce sera 100% des services de transport adapté privés à la STM parce que ce sont des économies que vous considérez importantes. C'est sûr que dans le contexte, là, il y a l'enjeu économique. On a passé presque la première heure à parler du fait qu'on était obligé d'augmenter notre productivité si on voulait s'en sortir. Dans les 10 prochaines années, là, pour maintenir le réseau tel qu'il est, il y a des projets aussi que vous avez. Ça va en prendre des milliards d'investissements, là. C'est ça l'enjeu aussi, Marie-Claude Léonard. Et tout à fait. Puis je rappelle que cette décision-là, elle est vraiment par le souci du client. On va s'assurer de répondre aux besoins de chacun des clients. L'autre élément que je tiens à mentionner, c'est que nos employés, l'ensemble de nos employés de la STM, mais plus particulièrement ceux du transport adapté, ont vraiment le cœur sur la main et font un travail incroyable. Donc, la décision qu'on prend, c'est pas par rapport à la performance, mais c'est vraiment en lien avec un modèle d'affaires pour assurer la pérennité de notre service. Parce que quand j'ai un nombre de minibus dédiés, bien, les besoins augmentent, les besoins se diversifient à travers le temps et ça serait irresponsable de ne pas prendre cette décision-là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'emmène. Et l'autre élément important pour nous, c'est que dans la grande région métropolitaine, l'Autorité régionale métropolitaine de transport a annoncé une volonté de mutualiser du service, d'optimiser. Nous, on considère qu'avec la qualité de service qu'on donne à nos clients, l'expertise qu'on a à travers nos employés, on va venir protéger tout le parcours client à l'intérieur de la STM et on aura une volonté de le faire vivre à l'ensemble des clients de la région métropolitaine. Il y a du monde là, qui travaille chez vous, là, qui témoigne, qui disent, ouais, vous parlez de parcours client, mais des fois, le client, il ne paye pas. Ça a l'air est-ce que c'est un vrai enjeu sérieux, ça, qui représente beaucoup d'argent perdu? Le nombre de personnes qui utilisent le service de la STM sans payer? Comme dans tous les réseaux de transport. Dans tous les réseaux de transport, il y a de la fraude. Donc, effectivement, on voit de la fraude. Il y a des mauvais comportements qui se sont un peu instaurés avec la pandémie aussi. Donc, on fait des vérifications, mais comme vous comprenez que présentement, avec l'état du climat social, souvent nos constables spéciaux vont faire plus de vigie en station, de sentiments de sécurité, de contrôle de titre. Et on travaille avec l'autorité régionale à ce niveau-là aussi. Mais c'est faux de penser que s'il n'y avait pas de fraude, on n'aurait pas de problème financier. Là. Mais vous évaluez qu'il y en ait pour combien? Savez-vous combien vous perdez en gens qui ne payent pas leur passage à la STM? C'est quelques pourcentages c'est quelques pourcentages d'achalandage et je n'ai pas ce chiffre-là parce qu'on n'a pas d'indicateur précis à ce niveau-là. Fait qu'on ne sait pas combien de gens sautent la barrière ou rentrent dans l'autobus sans payer. Bien, on a un taux de fraude qui doit d'être mis à jour et on travaille avec l'autorité régionale justement pour développer un indicateur puis mettre en place d'autres moyens pour réduire les fraudes. Mais c'est quoi votre taux de fraude, là, le dernier que vous avez pu mesurer? Bien, le chiffre que je vous dis, ça serait un 2 % et pour moi, c'est un chiffre là, qui se doit d'être mis à jour en fonction. Donc, c'est un 2 % de l'achalandage total. C'est quelques dizaines de millions de dollars qu'on peut estimer, mais je n'ai pas le chiffre exact et on le travaille avec l'autorité. OK. Ben oui, c'est important, hein, ce qui se mesure, se contrôle. Fait que s'il y a des gens qui ne payent pas, faut rappeler qu'il faut payer pour le service parce qu'à un moment donné, c'est tout le monde qui ne paye pas. Parce que si c'est plusieurs dizaines de millions, là, on essaye de couper d'autres millions, on veut économiser. Puis là, on enlève. C'est sûr que ça va quand même toucher les gens qui ont du transport adapté, là. Mais tout d'abord, là, je pense qu'il n'y a pas de lien avec le transport adapté et ce niveau de fraude-là. Et, sinon l'argent. Sinon l'argent. Ben, vous savez, la décision du transport adapté, c'est vraiment une décision de service clientèle. Oui, elle va générer des 15 millions d'économies opérationnelles, puis elle va éviter des coûts d'infrastructure de 130 millions, effectivement. Mais à la base, c'est une décision de service à la clientèle. Et oui, chaque dollar est important, mais dans des réseaux de transport collectif, quand on se balise à travers le monde, de la fraude, ça existe. Après, c'est de voir quel niveau de contrôle qu'il faut investir pour réduire la fraude. Parce que là, il y a une grève, en terminant, il y a quand même 97 % des employés d'entretien de la STM qui ont voté en faveur d'une grève. Il y a une grève là, qui s'en vient chez vous, là.
Bien, ça ne sera pas à court terme. Il faut comprendre que le syndicat a été chercher cette option-là. Il y a des étapes clés à faire et je tiens à rassurer la clientèle. On a quelques jours avant que ça puisse arriver et après ça, il y a un délai de 7 jours. Donc, nous, on va s'assurer de tenir notre clientèle bien informée si ça se passe, mais on poursuit nos négociations aux tables pour tenter d'avancer à travers cette négociation-là. Marie-Claude Léonard, merci beaucoup, directrice générale de la STM. Merci, bonne journée.